Partie 5 concernant le développement de l'ethnonyme des Maziques ou Mazis en Afrique du Nord et notamment autour de la province d'Afrique vandale puis proto-byzantine et dans le contexte des premières rencontres entre les populations nord-africaines berbérophones et les populations arabes, arabo-mésinoises, arabo-musulmanes. Il se trouve qu'un certain nombre de documents, de textes, de récits, de vies de saints témoignent d'un certain nombre d'invasions, de raids, d'assauts, de groupes de mazis entre le début du 5e siècle, l'époque des premières pénétrations germaniques à partir du franchissement du Rhin de l'an 408, et jusqu'au 7e siècle, au moment justement du contact politico-militaire entre les groupes arabo-médinois en Égypte et les groupes berbérophones de Cyrénaïque, la Marmarique ou Mariqiya dans les sources arabes. Les deux groupes de monastères égyptiens qui sont le plus sujets aux assauts de ces populations berbères du désert de Libye, ce sont les oasis de Skétis en grec, Shihet en égyptien, et de Kharga en arabe, Hib en égyptien. Le premier témoignage concerne Palladius, qui décrit aux alentours de 420 le Wadi Natroun, c'est le nom qu'on donne en arabe en raison du natron, du sodium, qui était d'ailleurs utilisé pour l'embaumement des morts égyptiens avant la christianisation, qui est le nom donc donné à la vallée de Skétis, où se trouve ce rassemblement de monastères. C'est une petite oasis qui n'est pas très fertile et qui a donc été un endroit parfait pour le développement des monastères à partir de regroupements de premiers anachorètes, de premiers ermites. Et il nous raconte dans son histoire de ces rassemblements de moines, après m'être retrouvé et avoir passé 3 ans dans les monastères autour d'Alexandrie, avec des hommes excellents et très fervents, environ 2000, m'en étant retourné de là, je vins à la montagne de Nitri, donc c'est le Wadi Natroun, où se trouve donc ce nitrate. Or, entre ces montagnes et Alexandrie est situé un lac qu'on appelle Maria, sur 70 000. C'est le grand marécage qui se trouve au sud-ouest d'Alexandrie, sur la route du Wadi Natroun du Skétis. L'ayant traversé en 1 jour et demi, je vins à la montagne sur la partie qui regarde le sud. À cette montagne est adjacent le grand désert qui s'étend jusqu'à l'Éthiopie, au Mazik et à la Mauritanie. Sur cette montagne habitent environ 5000 hommes, ayant des genres de vie différents, chacun comme il peut et comme il veut, de sorte qu'il est permis de demeurer seul ou à 2 ou davantage. Il veut dire des moines. Sur cette montagne, il y a 7 boulangeries servant à la fois à ceux-là et aux anachorètes du grand désert, qui sont 600 hommes. Les anachorètes, ce sont vraiment parmi les moines ceux qui sont les plus isolés et qui préfèrent vivre au désert. On est au tout début du développement du monachisme, avant la construction des grandes abbayes, avant l'organisation de règles qui vont avoir lieu plutôt au 6e et en fait plutôt au 7e siècle, au début de l'époque islamique. Donc Palladius décrit qu'on est dans cette oasis qui est proche des Mazis, justement, des Maziques. Car il y a d'autres oasis. Alors on a vu que les Maziques, ce sont un des peuples d'Afrique du Nord, un des peuples berbérophones d'Afrique du Nord, en dehors de l'Afrique romaine, puis vandale, puis proto-byzantine, puis arabo-musulmane, et qu'il est à l'origine d'un des ethnonymes par lequel une grande partie des berbérophones se désignent, en parallèle de bavard, qui probablement a donné le barbare qu'utilise la langue arabe pour désigner tout ou partie du même groupe de population berbérophone. Et cette description nous donne une indication donc de la proximité de cette oasis de Wadi Natroun, des populations qui, à ce moment-là, au 5e siècle, sont subitement décrites comme mazis, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Ruffin, donc, qui est mort vers 411, évoque les assauts des mazis contre les moines de Skétis, justement dans ce contexte du tout début du 5e siècle. À cette époque, les mazis étaient survenus à Skytus, qui est une romanisation totalement incorrecte de Skétis, et avaient aussi de nombreux pères. Donc il parle de moines, le père Poimen, qui veut dire d'ailleurs le berger en grec, avec un autre père plus ancien du nom de Noub, un nom égyptien, avec 5 autres pères s'enfuient, il vint en un lieu appelé Terenutus. Ils y trouvèrent là un temple abandonné, ils y demeurèrent ensemble 7 jours, jusqu'à ce qu'ils apprennent où chacun devait demeurer en Égypte. Pélage le Breton au 6e siècle nous décrit la même scène. Le père Anoub, le père Pastor, donc c'est la tradition de Poimen, et leurs frères restants, et du même saint, étaient moines au Skytus. Donc ils se trompent à nous, c'est le Skétis. Lorsque la gens, donc la nation, l'ethnie, si vous voulez, des Mazis, arriva là et ravagea ce lieu même, ils en partirent d'abord et arrivèrent à un endroit appelé Terenutus, jusqu'à ce qu'ils puissent délibérer où ils habiteraient. Il y a eu un assaut de Mazis aux alentours de l'an 400 contre les moines de Skétis. On n'en sait pas tellement plus à partir de cette source. Plus avant, on a Jean Cassien qui nous parle de la férocité de ces Mazis.
Lui, c'est un Scythe qui a immigré en Palestine à la même époque, et il est plutôt miaphysite, même si le débat n'a pas encore abouti à une rupture au moment des conciles du 5e siècle. Il est aussi abbé à Marseille, et c'est dans ce contexte-là qu'il va condamner Nestorius comme adoptionniste en 430, donc juste avant le concile d'Éphèse, qui condamne Nestorius, et le reste du christianisme appellera le nestorianisme. Simplement, c'est un personnage qui est bien informé du monde romain dans lequel il est, tout en étant scythe. Il vit en Gaule et il connaît très bien le milieu moyen-oriental et égyptien. Il se trouve que Nestorius, qui est un Syrien, a fini dans le désert égyptien, a tenté de se réfugier en fait face aux persécutions de l'État romain qui n'accepte pas ses positions christologiques. Alors on nous raconte 2 moines erraient par le désert, mourant déjà de faim, lorsqu'ils furent aperçus de loin par les Masis. Une nation plus cruelle et plus inhumaine que presque toutes les autres nations sauvages. Donc là, on a les 2 termes pour dire nation, un gens pour décrire une tribu ou un groupe politique éventuellement lignagé, et nationes, qui est plus générique. Ils ne versent pas en effet le sang comme d'autres par désir du butin, nous dit-on, mais poussés uniquement par la férocité de leur esprit. Donc on a une aversion particulière pour le peuple berbérophone qui vit dans le désert de Libye, dans l'espace a priori extra-romain. Un certain nombre d'éléments qui permettent de dater plusieurs raids Masis, et notamment celui qui, dans les années 407 à 410, peut-être autour de 408, correspond exactement au franchissement du Rhin par les Germains. Et saint Augustin en témoigne même en 409 de destruction de monastères par des barbares, des non-romains, donc probablement le même mouvement politico-militaire. Une génération plus tard, il y a des raids de Masis dans une autre oasis qui n'est pas le Wadi Natroun, qui est Kharga. Donc c'est plus au sud, c'est plus en Thébaïde, c'est-à-dire en Haute-Égypte, c'est plus près du Nil, c'est loin du delta. On est dans le contexte de ces récits qui illustrent les paroles des pères du monasticisme égyptien, les Apophthegmata Patrum. Et on a un récit autour des 49 martyrs de Skhétis, la première oasis dont on parlait, le Wadi Natroun, qui aurait eu lieu autour de 449. Probablement 2 raids, un les années 407 à 410, un dans les années 440. Tout ça a été d'abord étudié par Evelyn White lors de ses travaux sur les monastères justement du Wadi Natroun. Encore à propos de l'assaut qu'on va dater de 408, pour faire simple, on a Philostorgue, qui est mort un peu plus tard, qui nous parle des Masis et des Osoriens qui habitaient entre l'Afrique et la Libye, pâturant depuis la partie orientale, dévastèrent la Libye et en même temps dominèrent une portion considérable de l'Égypte. Il évoque 2 peuples berbérophones, les Masis, qui apparemment n'est pas encore un terme générique, et les Osoriens, donc un groupe qui est bien attesté en Libye. À l'ouest, ils attaquèrent les Africains, c'est-à-dire les territoires romanisés de l'Afrique romaine, la Tripolitaine, la Tunisie et la Numidie algérienne, et leur infligèrent des pertes similaires. Dans la vie de Jean le Petit, dont on a notamment une version en arabe du 9e ou du 10e siècle, on parle de raids de Libyens ou de barbares. Dans les Apophthegmata Patrum, c'est dire des pères de l'Église, dont j'ai déjà parlé, l'évêque d'un des nomes, des pagarchies égyptiennes, qui vient explorer le désert intérieur qui est près de l'oasis où se trouve la gens des Masis. Dans la vie de Manassé, qui est un autre père, on parle des Mastikoi, ce qui pourrait correspondre aux Mastitai de Ptolémée au IIe siècle, qui sont près de Skhiatis. C'est Skhétis, donc on parle d'un groupe, les Mastiques, qui est peut-être pas les Masis, qui a peut-être eu une association à cause de la similarité sonore, et ce groupe vivait vraiment dans le désert immédiatement à l'ouest du delta où se trouve l'oasis de Skhétis. Encore dans les dires des pères, Anouk de Skhétis, qu'on a déjà vu, qui sur l'invasion de 408, on parle de Mazikès. On parle de barbares dans les versions coptes plus tardives. À l'époque, on parle le copte, mais on ne l'écrit pas. Dans le pseudo-sarapiode, la vie de Macaire, donc la vie d'un autre saint de ce désert. Ces Masis habitent dans les montagnes lointaines, ils mènent des raids pour prendre des captifs dans les régions à l'ouest du Nil et du delta. Dans les Vertus de Macaire, un autre de ces textes apocryphes qui illustrent les pères de la fin du 4e début du 5e siècle, on a une apocalypse qui annonce la double destruction de l'oasis de Shihet, donc Skhétis, dans les 40 prochaines années, soit donc 410 et 440. Revenons sur l'histoire de Nestorius dont on a déjà parlé, qui avait fui en Égypte. L'hérésiarque, pour l'ensemble de la communauté chrétienne non nestorienne, le nestorianisme va se développer dans l'Empire perse, en Irak et en Iran, au cours du 6e siècle et du 7e siècle. Il est un peu pourchassé par l'essentiel de la communauté et par l'État romain, notamment ensuite au concile d'Éphèse de 431 qui l'a condamné. Et il est justement assailli par des Masis dans l'oasis de Kharga. Kharga que vous voyez sur la carte ici, en face de Abydos et d'Edfou. Justement, c'est une illustration du second raid des années 440. Et dans ce contexte-là, de l'oasis de Kharga, de Hib, et on a le témoignage d'Évagre le scolastique, qui est plus tardif, de la fin du 6e siècle. Il faut mettre quelques présomptions, mais où on nous parle de la lettre que Nestorius écrivit au gouverneur de Thébaïde, c'est-à-dire la Haute-Égypte. Il y a un duc de Thébaïde, jusque dans les années 690-700. Les derniers ducs de Thébaïde sont des Arabes. Une preuve manifeste des châtiments dont la justice divine, à laquelle il ne pouvait échapper, punit son impiété, en permettant qu'il tombât en captivité, qui est une des plus déplorables de toutes les misères.
Mais parce qu'il méritait d'être puni avec encore plus de rigueur, il fut mis en liberté par les blémis. Courant de pays en pays par l'ordre de l'empereur, il tomba sur la frontière de la Thébaïde, de la Haute-Égypte, le Saïd en arabe. Et s'étant brisé par la chute, il mourut aussi misérablement qu'il méritait. Alors ça, c'est le résumé de ce qui lui est arrivé. Et ça fait intervenir un autre peuple qui ne sont pas les berbérophones, qui ne sont pas les mazis, qui sont les blémis. C'est avec les Saracènes, les trois peuples qui assaillent régulièrement le sud de la Syrie romaine et l'Égypte romaine. Ces trois peuples se retrouvent régulièrement au moment d'affaiblissement, parfois conjoints ou parfois concomitants. Et les blémis, donc, ce sont les Béjas, qui vivent à l'est de la Nubie, donc pas sur le Nil, dans la zone désertique et semi-aride qui va jusqu'à Port-Soudan et qui va jusqu'à l'Érythrée actuelle. Nestorius donc est réfugié dans l'oasis de Kharga et il fuit avec les barbares nubiens. Ces barbares nubiens qui sont ces blémis, que nous décrit Évagre le scolastique. Mais il fuit avec ces barbares de peur des mazis. C'est-à-dire que l'invasion des nomades Béjas est considérée comme moins effrayante que celle qui est annoncée des nomades mazis. Voyons ce que Nestorius en dit lui-même, nous dit Évagre, de peur qu'on ne nous accuse d'imposer. Donc lui, il va citer la lettre de Nestorius, au gouverneur de la Thébaïde. Je ne meurs par l'ordre de l'empereur à Oasis. En fait, Oasis désigne cette oasis. Justement, initialement, c'est la seule vraie oasis. Oasis vient de l'égyptien Waha. Le Ha, en copte, s'écrit avec un S. D'où le oasis en grec. Qu'on appelle aussi Ibis. C'est la Waha de Hib. Wahahib. À cause des questions qui ont été agitées à Éphèse touchant notre sainte religion. Lorsque la ville d'Oasis, donc la capitale de l'Oasis, de Kharga, eut été mise à feu et à sang par la fureur des barbares, et là on parle des blémis, donc des Béjas, que vous voyez sur les photos, ils eurent quelque sorte compassion de nous et nous épouvantèrent si fort en nous menaçant des mazis qui devaient venir après eux, que nous nous réfugiâmes dans la Thébaïde avec une multitude prodigieuse de prisonniers. Donc l'invasion des Béjas a conduit à un raid contre Kharga et tout ce monde-là fuit, donc envahisseurs et prisonniers, en Haute-Égypte. De peur donc d'un assaut de mazis qui viennent de la partie occidentale de l'Empire romain. Il conjure le duc de Thébaïde avec serment d'informer l'empereur de la manière dont il avait été obligé d'aller d'Oasis à Panopole, donc sur le Nil, afin que ce prince, c'est-à-dire l'empereur, ordonna de lui ce qui lui plairait. Il écrit de cette sorte dans une autre lettre au même gouverneur de Thébaïde. Alors Evelyn White nous a bien informé des raids des années 408 et puis des années 440. Et puis Evelyn White continue sur la partie du 6e, 7e siècle. Il nous informe qu'au moment de son ordination comme prêtre au monastère du Père Macaire vers l'an 621 de notre ère, là il parle de la vie de Samuel de Calamoun sur laquelle on va revenir. Les monastères de Skété avaient déjà subi 4 grandes attaques barbares. La dernière est peut-être la plus dévastatrice de ces incursions, dit-il, avant l'arrivée de Samuel, aux Skétistes, eut lieu aux alentours de l'an 570 de notre ère, laissant Skétis pratiquement abandonné pendant les décennies suivantes. Bien qu'il soit difficile de déterminer une date précise pour l'attaque mentionnée dans le passage ci-dessus, le texte situe clairement cette scène peu après l'arrivée de Kyros, le nouveau patriarche monothélique d'Alexandrie, à l'automne 631. Il évoque 2 événements, une incursion dans les années 570 et une juste avant l'arrivée du nouveau patriarche chalcédonien, pro-romain si vous voulez, en 631, c'est-à-dire dans le contexte où l'Empire romain reconquiert l'Égypte contre l'Empire perse sassanide, qui l'avait occupé dans les années 620. À la même époque, il y a Jean Moschus, qui fait un témoignage également de cet environnement des marges occidentales de l'Égypte du côté berbérophone. Marcellus d'Apamée, qui a été razzié à Skétis, il est vendu dans la Pentapole, c'était les 5 cités de la Cyrénaïque, qu'on appelle aussi la Marmarique, des Marikoi, un terme qui ressemble lui aussi à Mazis. Et il évoque un témoignage de la visite de pasteurs libyens dans cette région du Skété. Donc on a un raid peut-être en 491, ça c'est à nouveau des informations qu'on trouve mais pour lesquelles je n'ai pas trouvé les sources. Il y a une altercation entre Justin Ier, donc au début du 6e siècle, et les blémis, les Béjas, dans cette même région, qui correspond peut-être à un raid que mène son prédécesseur en 512-515 contre la Libye. De l'autre côté, on a un texte qui est attribué à un évêque égyptien qui s'appelle Jean de Nikiou, dont on connaît qu'une version éthiopienne très tardive. Et ça expose une expédition, effectivement, un siècle plus tard, à la fin du 6e siècle, une expédition contre les Marikoi, sous l'empereur Maurice. Ça rappelle les gens de la Pentapole qui ont razzié Marcellus d'Apamée et qui l'y ont vendu. Ça a peut-être un rapport avec la Marmarique, qui est le territoire le plus à l'est de la Cyrénaïque, ou le plus à l'ouest de l'Égypte, si vous voulez, qui est peuplé de populations berbérophones et qui sont les premières avec lesquelles entrent en contact les arabo-musulmans. Selon la Ibn Abd al-Hakam, les conquêtes de l'Égypte et du Maghreb, au 9e siècle, il parle de Mariqiya. Alors, est-ce que Mariqiya désigne la Maziqiya, en sachant que les 2 lettres s'écrivent pareil, le Ra et le Z? C'est pas impossible non plus. Revenons sur Jean Moschus, qui écrit dans les années 620-630, peut-être même au début de l'islam, et qui témoigne de l'époque des années 580-590, qui nous parle de l'époque de l'empereur Tibère, c'est pas Tibère Ier évidemment au 1er siècle, c'est Tibère II,
qui est le prédécesseur de Maurice qu'on vient de voir, nous sommes allés à l'oasis, c'est-à-dire Kharga, Hib, et quand nous y étions, nous y avons vu un moine grand aux yeux de Dieu, cappadocien d'origine, donc d'Anatolie, de Turquie actuelle. Il s'appelait Léon. Sur lui, beaucoup nous ont raconté bien des choses admirables. Et puis, parmi les exemples, quand donc les Maziques, ou les Mazis, vinrent et ravagèrent toute cette province, ils arrivèrent à l'oasis, tuèrent beaucoup de moines et en emmenèrent d'autres, beaucoup, en captivité. Parmi eux, ils prirent de cette Laure, c'est un groupe de monastères, fédération de petits monastères, le père Jean. Il avait été lecteur de la grande église de Constantinople, Sainte-Sophie. Et aussi le père Eustache de Rome et le père Théodose. Tous les trois étaient malades. Après qu'on les eut fait prisonniers, père Jean dit aux barbares, et on peut faire alterner Mazis et barbares, emmenez-moi à la ville et je vous ferai donner par l'évêque 24 drachmes. Et là c'est important parce que 24 drachmes, ça correspond à 2 dinars dans le système monétaire arabo-musulman. Les monnaies d'argent dans l'Empire romain sont très rares. On utilise l'or et le bronze. Et dans l'Empire sassanide, ce sont les monnaies d'or et de bronze qui sont très rares, on utilise des monnaies d'argent. Les drachmes sont des monnaies d'argent, les dinars sont des monnaies d'or. Le système de conversion à 12 drachmes égale 1 dinar est un système qui se développe à l'époque islamique. Ce qui donne une information sur le contexte dans lequel on a écrit cette partie du texte attribué à Jean Moscus, selon moi. Parler de 24 drachmes sous-entend qu'on a en tête 2 dinars. Ça vous donne une idée du prix de ces prisonniers, c'est pas vraiment le prix d'un esclave, vraiment le prix d'une rançon. Un des barbares le prit donc et l'emmena près de la ville. L'abbé Jean entra chez l'évêque. Le père Léon se trouvait aussi dans la ville, ainsi que quelques autres pères. C'est pourquoi il n'avait pas été pris. Père Jean entra donc et se mit à prier l'évêque de donner de l'argent aux barbares. L'évêque se trouvait n'avoir que 8 drachmes. On voulut les donner aux barbares. Il ne les accepta pas et dit « Il me faut 24 drachmes », ou bien le moine. Ceux qui étaient dans la ville furent donc contraints de livrer aux barbares le père Jean qui pleurait et se lamentait, et ils l'emmenèrent dans leur tente. Ici, vous avez une représentation d'une des coupoles qui a été conservée dans une des églises du monastère de Kharga. 3 jours plus tard, le père Léon, prenant les 8 drachmes, alla au désert, là où étaient les barbares, donc il cherche toujours les Mazis, il leur adressa cette prière « Prenez-moi avec ces 8 pièces de monnaie et libérez ceux-ci », donc évidemment l'esprit de sacrifice du saint, « parce qu'ils sont malades et ne vous rendront aucun service, et vous allez les tuer. » Parce qu'un captif qui ne sert à rien, on finit par l'égorger. « Moi je me porte bien et je vous servirai. » Alors les barbares le prirent avec les 8 pièces d'argent et délivrèrent les 3 autres. Donc on est vraiment dans une relation commerciale. L'abbé Léon s'en alla jusqu'à un certain endroit avec eux, et comme il était épuisé, ils le décapitèrent. Bon, finalement, il n'a pas servi à grand-chose, puisqu'ils n'ont pas réussi à le ramener jusqu'à chez eux pour le faire travailler. Et puis, donc, après cet épisode des années 580-590, qui a occasionné peut-être un raid de Maurice contre la Marmarique, on a la vie de Samuel de Qalamoun. Et la vie de Samuel de Qalamoun est écrite à l'époque abbasside. Le Qalamoun, c'est la montagne au-dessus de Damas. Samuel est donc un Damascène, un Syrien, qui entre au monastère dans les années 620 et qui témoigne justement d'un assaut de Mazis en 628. Il est mort beaucoup plus tard, très âgé, à l'époque de la reprise en main de l'Empire omeyyade par les Marwanides dans les années 690 avec le calife Abdelmalik à Damas et son frère Abdelaziz à Fustat, la capitale égyptienne. Et donc il faut lire cette vie dans ce contexte islamique, mais qui évoque une invasion, non pas de Saracènes comme on en a l'habitude, pour l'année 628, des raids de Saracènes contre la Palestine, contre les monastères du désert de Judée, mais bien des raids de Berbères, de Mazis, contre les monastères de Skétis, de l'oasis du Wadi Natroun. Et c'est donc un témoignage assez précieux de ce moment de rencontre entre le monde pré-islamique et le monde islamique, entre les populations occidentales et les populations orientales, qui ont l'habitude de razzier l'Égypte. Les Saracènes razzient par l'est, par la Palestine, par le Sinaï, et les Berbères, les Mazis, razzient par l'ouest, par le désert de Libye, et les oasis de Wadi Natroun, de Kharga, de l'ouest de l'Égypte. Juste avant la formation de l'empire arabo-musulman, de l'empire médinois, dans les années 630, on est au moment où il y a des raids arabo-bédouins qui viennent peut-être en appui justement des Sassanides en Palestine. Et ici, on est dans le cas en miroir de raids berbères qui viennent peut-être en appui des Romains contre les Sassanides. La version gaze, c'est-à-dire la langue éthiopienne classique, ne parle pas de Mazis, elle parle de rustique, mais les autres versions évoquent bien donc cette ethnie des Mazis, ce groupe informe qui correspond plus ou moins à une partie des berbérophones de l'ouest de l'Égypte. Les Mazis descendirent sur les marais depuis le Maghreb, j'utilise le terme arabe, mais c'est ça que ça désigne, depuis l'Occident. Ils entrèrent alors dans l'église, leurs épées dégainées et criant dans leur langue. Ils cherchent les vases précieux, évidemment. Quelques jours plus tard, les Mazis, errant depuis les montagnes, survinrent, volant tout aux villageois qu'ils trouvaient vivant dans les districts au pied de la montagne, et emmenèrent également leurs hommes en captivité. Donc on est à nouveau dans Skétis, qui est toujours décrite comme une montagne. Or, par la providence divine, les hommes des villages surent que les Mazis arrivaient, et précipitamment, ils prirent leurs femmes et leurs enfants, fuyant, abandonnant leurs maisons, leurs biens, pour sauver la vie de la captivité des Mazis. Lorsque le soir vint, les Mazis entrèrent dans le village et prirent tout ce qu'ils trouvèrent. Voilà le dernier témoignage de ces groupes
de Mazis qui, à partir de 408, dans les années 440, peut-être en 490, peut-être dans les années 510, probablement dans les années 570, 80, 90, et à nouveau dans les années 620, ont radié l'Égypte, en même temps que d'autres groupes comme les nomades Béja du Soudan ou comme les nomades Saracènes du nord de la péninsule arabique et de Syrie. Et ce qui permet de faire un lien justement entre ces groupes qui vont se rencontrer au moment de la conquête de l'Égypte par l'État médinois, qui fonde Fustat au début des années 640, et qui très rapidement après entrent en contact avec les populations berbères de Marmarique, de Cyrénaïque, et bien sûr plus tard d'Afrique. Populations qui vont immédiatement être intégrées comme arabes, comme si elles étaient des populations arabes, qui vont être intégrées immédiatement dans l'État médinois en tant que militaires, entre guillemets, musulmans, dans le sens que ça aura au 8e siècle.